que je voulais aborder tout à l'heure. Je vais d'abord sur quelques constats que j'ai pu faire, que cette révolution, quand elle s'est déclenchée en Tunisie, sur l'aspect social, elle est restée revendicative, dans la mesure où on veut l'arrêt de la corruption, on veut, on veut du travail, il y a toujours, et il n'y a pas eu, par exemple, une appropriation des terres agricoles, des usines, ainsi de suite. Mais sur le plan politique, il y avait cette confrontation, surtout sur le mode de gouvernance. Donc on sait que dans certaines régions de Tunisie, surtout les régions de l'intérieur, il y a eu des moments où il y a eu, par exemple, virer le maire, virer le symbole de l'autorité locale, donc, et s'approprier l'espace de la mairie, comment dire, donc et je pense que ça c'est intéressant de le signaler, que sur cet aspect justement social, on est resté dans la revendication. Sur l'aspect politique, il y avait aussi, on peut le dire, l'émergence ou l'expression d'une nouvelle forme de gouvernance qui coupe d'une part avec l'État central, qui donne une marge d'expression et de contre-pouvoir réel exercé par les populations dans les régions et ainsi de suite. Donc ça, c'est... je pense que le processus est en train de mûrir progressivement. Donc la revendication sociale qui est actuellement... l'aspect social qui est actuellement revendicatif peut aussi inventer d'autres formes ou apporter d'autres réponses. Sinon, sur le plan politico-politique, on assiste quand même à une cristallisation du débat autour de trois notions. L'État, l'identité et la sécurité. Donc, malheureusement, je parle de la classe politique, je dis que dans sa majorité, moi je l'identifie se situe dans la contre-révolution, parce que la révolution réellement n'a pas encore inventé ni mis en place son discours politique, ni voilà, donc tout ce qui agit actuellement autour de l'État, ils sont dans cette expression de contre-révolution, bon gré, mauvais gré, ou lecture politique différente, ou analyse différente, hein, Et donc, il cristallise le débat entre l'enjeu classique, islam et modernité, qui est un débat qui n'a jamais été résolu dans nos pays. Donc, on est tout le temps dans une analyse binaire, islam et modernité, et qui se greffe notamment sur la question de l'identité. Qu'est-ce que la tunisienneté? Les islamistes qu'on a en Tunisie sont-ils tunisiens? On arrive au ridicule par ces questionnements, parce que sur le plan du discours politique, l'opposition aujourd'hui, comment elle se présente? Elle veut, avec le retour de l'ancien régime sous d'autres enseignes politiques, telles que Tunis et ainsi de suite. Donc on retrouve toujours cette réplique qui revient, de faire un parallélisme entre le mouvement national, qui est pour l'indépendance de la Tunisie, pour chasser la colonisation, et le moment actuel. Donc, parce que cet ennemi islamiste est toujours considéré comme venu de l'étranger, et cette menace obscurantiste nécessite une union nationale au nom d'un patriotisme que moi j'appelle un patriotisme abstrait, sous lequel on relègue tous les problèmes socio-économiques, les problèmes de sexe, les problèmes de région, toutes les problématiques, donc elles n'existent pas. Il y a un patriotisme qu'on construit en faisant appel à un ensemble de signifiants, le drapeau, la tunisienneté, la nation tunisienne et ainsi de suite. Oui. Et qui s'oppose à un ennemi abstrait aussi, parce qu'on ne l'identifie jamais que sous un terme générique qui s'appelle l'islamisme. Donc on a nada. Et elle est toujours, quand on parle du parti islamiste, on a tendance, l'opposition a tendance à évoquer les lapidations en Iran, ce qui se passe en Afghanistan, et on ne parle jamais d'une manière concrète. Et moi, j'essaie d'expliquer pourquoi, je prendrai un peu plus. J'essaie d'expliquer pourquoi, parce que finalement, dire aujourd'hui que qu'on n'a pas évolué, même l'élite intellectuelle dans nos pays, n'a pas évolué dans sa lecture du mouvement islamiste. Le qualifier aujourd'hui le mouvement islamiste tunisien, ou Nahda, la Tunisienne,
de vouloir revenir au XIVe siècle, ramener le pays au XIVe siècle ou proposer des pratiques qui sont dépassées, ça c'est complètement faux. C'est avoir une mauvaise lecture, parce que Nahda, c'est un parti moderne, elle n'envisage pas de gouverner avec le khilafa. Elle a besoin de l'État, elle a besoin de ce même État pour gouverner, et c'est là où le bât blesse, c'est là où l'opposition reste toujours dans une lecture d'abord dépassée et en plus complètement abstraite de cet ennemi ou ce rival politique qui est toujours présenté comme le colonisateur. Et là, on trouve une similarité entre le discours des islamistes et le discours de l'opposition, parce qu'on est aussi sur un même schéma où toujours il y a un traitement de l'opposition, surtout démocratique, progressiste, ainsi de suite. C'est la menace de l'occidentalisation, c'est la dépravation des mœurs des Tunisiens, et du coup on est sur un plan de débat complètement spéculé et qui n'a pas d'expression concrète, parce que les gens, quand ils sont dans la rue, réellement la question de qui tu es ou à qui tu appartiens, elle ne s'oppose pas. Quand je sors contre le chômage, il n'y a pas cette étiquette politique à quel camp tu appartiens ou tu n'y appartiens pas. Et donc cette volonté de noyer ce débat sur la question identitaire, comme je l'ai dit, qui est toujours abordée dans ce binarisme de islam et modernité, et qui est un débat qui date quand même du 19e siècle. Après, sur l'aspect sécuritaire, nous trouvons, par exemple, nous réalisons que des deux côtés, on parle d'une démocratie sélective et exclusive. Quand on parle de l'institution, par exemple, du ministère de l'Intérieur, de la nécessité d'une justice transitionnelle, de l'assainissement on parle toujours d'une manière sélective. Donc je vais donner quelques exemples. Par exemple, pour le cas de la jeune fille violée par les deux policiers, il y a eu une insistance sur le fait que ces deux policiers ont été recrutés par le mouvement, par le ministre de l'Intérieur islamiste. Alors que nous, on sait que cette pratique, elle a toujours fait partie de ce système, et qu'à un moment donné, si on ne parle pas d'assainissement, donc ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un traitement sélectif. Donc on passe d'une police républicaine, si elle est dans le camp de l'opposition, à une police alignée à Nahda, si elle est dans le camp de Nahda, mais l'idée, c'est de gouverner de la même manière. Et c'est pour ça qu'on continue de parler du rival politique d'une manière complètement abstraite, parce que si on touche vraiment ce qu'il fait, on trouve que la majorité des partis politiques, sur le plan économique, ils étaient tous signataires du plan Jasmin proposé par le FMI avec le BGRED Sepsi, de la gauche à la droite. Sur le plan de la gouvernance, ils n'envisagent pas un État décentralisé, une autre forme de gouvernance, disant, ils sont dans les mêmes structures, ils veulent s'appuyer sur les mêmes structures, ministère de l'Intérieur, économie libérale, État central fort, et du coup, on reste toujours dans quelque chose de flou. On ne parle jamais de ce qui se passe, on parle d'islamisme ou d'Occident, le Satan d'une part, pour les islamistes, le grand Satan, et pour nous aussi, c'est... Corania, je voudrais revenir sur la question du lien entre la question sociale et la question politique, ce qu'on a un peu énoncé dans ce premier tour de parole. Et je voudrais poser une forme de question. Finalement, le 14 janvier et tout le processus révolutionnaire tunisien, à la différence des périodes précédentes, qui est celle de l'indépendance, il a fait aussi émerger un nouvel acteur sur la scène sociale et du mouvement social tunisien. Ce nouvel acteur, justement, là, ce qui est intéressant dans ce processus, c'est que c'est un acteur qui peut être individualiste, qui peut se battre juste pour sa revendication individuelle, même clanique ou familiale, ou de quartier, ou de cette effervescence des revendications sociales, cette imagination de revendications sociales qui est éclatée, qui va chercher de nouvelles frontières à déconstruire, des nouveaux rapports de force à établir avec les différentes sphères de l'État tunisien. Et c'est aussi construit
d'une manière opposée, en opposition à l'UGTT et au mouvement ouvrier. Et c'est en ça peut-être que c'est une forme nouvelle, ou c'est un acteur nouveau sur la scène politique tunisienne. Un peu pour donner un peu des exemples et essayer de comprendre un peu cette réalité sociale et politique, finalement cette révolution et ce processus révolutionnaire, où il fait plus mal, ou en tout cas où il est le plus dur à l'accepter dans l'état actuel. C'est lorsqu'on voit par exemple que cette oligarchie économique qui s'est construite sous les 60 ans d'indépendance de la Tunisie, qui s'est construite sous les 20 ans de présidence de Ben Ali, n'a pas été remise en cause dans sa place et dans la place qu'elle prend au niveau politique. Elle n'a pas été remise en cause non plus par les organisations de gauche. Et c'est ça qui est problématique, c'est que l'état de la gauche aujourd'hui, en Tunisie par exemple, nous donne l'aperçu de la déconnexion du politique et du social, nous donne une vraie valeur et un vrai thermomètre de la réalité de notre gauche, de la réalité de l'idée émancipatrice que nous voulons construire, de cette question de liberté. Aujourd'hui, on se retrouve face à un mouvement social qui, dans son expression spontanée, tout ce qu'on veut dire, dépasse les revendications politiques des organisations de gauche. Il y a des exemples, il y a beaucoup d'exemples. L'exemple le plus facile peut-être, si on croit dans une forme de justice sociale, c'est de demander déjà les comptes, ou de faire des comptes, de demander des contrôles fiscaux, des comptes à toute cette oligarchie économique dont tout le monde parle à la télé, ou dont tout le monde, en tout cas, regarde les chaînes qu'elle finance. Un autre exemple, pendant le ramadan, une vieille bataille, si on mange ou on ne mange pas pendant le ramadan, les camarades marocains, ils ont beaucoup de ça. C'est une bataille aussi assez présente. Les Algériens aussi. Donc c'est quelque chose qui est redondant chaque année. On a il faut les emprisonner, il faut les arrêter, les gens qui mangent, voilà. La gauche, elle répond par rapport à l'attaque des salafistes et de certains gens de Naba sur le fait qu'il faut respecter l'espace public, il faut respecter instantanément les réseaux sociaux et les gens dans les quartiers ont affiché leur iftar d'une manière, ils prenaient en photo avec leur sandwich et ont fait une carte interactive où il y a les lieux où on peut aller manger. C'est un peu ce décalage que j'aimerais bien soumettre à la discussion, c'est ce décalage entre une réaction d'une gauche face à l'institution, donc on est dans une forme de composition avec l'institution dans toutes ses formes, et un mouvement populaire, un mouvement social, un mouvement citoyen, qui se pose la question de, beaucoup plus profondément, beaucoup plus radicalement, de comment faire politique aujourd'hui. Finalement, la question du processus révolutionnaire, elle nous pose à nous la question de comment faire politique, de comment faire la politique, nous, étrangers, vivant en France, et comment penser la solidarité, vous qui posez la solidarité dans votre association, comment la penser aujourd'hui? Est-ce qu'on va rester dans les mêmes schémas de soutien, ou du soutien on le sera toujours de toute manière, tant que le processus révolutionnaire mondial n'a pas abouti. Mais la question de comment construire ces rapports d'échange, comment construire ces rapports de pouvoir et des rapports de force avec ces régimes, elle est posée à nous aussi autant qu'à eux là-bas. Merci. Moi j'aimerais revenir sur 2-3 petits trucs vite fait. En fait, au Maroc, il y a trois valeurs, ce qu'on appelle valeurs immuables du régime marocain. Et on peut discuter de tout sauf ces trois valeurs. C'est la question du statut du commandeur du croyant, la question de la monarchie et la question de ce qu'on appelle l'unité territoriale. La traduction, c'est il ne faut pas discuter la question du Sahara en dehors de ce que pose le régime. On ne peut pas discuter de cette question-là. Il y a ces trois questions. À part ces trois questions, on peut trouver des débats très variés sur les chaînes nationales, mais qui ne touchent pas au fondement du pouvoir au Maroc. Et le fondement du pouvoir au Maroc, il est constitué sur ces trois valeurs, il joue sur ces trois valeurs. Du coup, ça m'a juste inspiré quand on parlait des débats qui sont imposés sur les différents pays du Maghreb. C'est des techniques de pouvoir qui sont enseignées par le même enseignant.
Je reviens vite fait sur la question de la Constitution. Ce sont des débats qui étaient posés au sein du mouvement du FRI. La question, est-ce qu'on réclame comme revendication la question la constitution démocratique, ou est-ce qu'on pose d'autres questions, d'autres formes? Il y a des camarades qui lèvent par exemple, qui le disent clairement, on veut la chute de la monarchie. Il y a d'autres qui disent la chute du gouvernement et tout ça. Mais en fait, il y avait un espèce d'équilibre, cet équilibrisme à l'intérieur du mouvement du 20 février, c'est qu'il était composé de plusieurs tendances, des tendances réformatrices, des tendances plus radicales, des tendances islamistes, ainsi de suite. Du coup, la composition hétérogène de ce mouvement faisait que c'était ces revendications qui étaient posées comme ça, c'était si on peut dire, le strict minimum qui regroupait tout le monde. Et la faiblesse de la gauche radicale plus généralement a contribué au fait que le mouvement n'a pas pu aller plus loin, vu que les forces de réforme réformatrices ne posent que la réforme, et certaines parties ont quitté le mouvement une fois que le monarque marocain a annoncé la réforme constitutionnelle le 9 mars. D'autres, ils ont quitté une fois que les élections ont été posées. Et voilà. La question, je pense, pour moi, la plus importante, c'est la question de l'alternative. Quelle alternative on veut aujourd'hui pour la société marocaine? Est-ce qu'on veut vivre sur les cendres du pouvoir actuel, ou on veut vivre juste en remplaçant l'appareil actuel par un appareil qui soit un peu avec du vernis, ou est-ce qu'on veut une autre alternative plus poussée? En tout cas, je pense que le mouvement et sa composition ne pourraient pas poser l'alternative. C'est plus un mouvement de contestation, un mouvement qui peut faire de la pression sur le régime, mais pour le développer jusqu'à aller au point de remettre en cause les fondements du pouvoir marocain, je pense que c'est d'autres forces qui doivent le faire. C'est plus les forces de gauche, ou plus particulièrement les forces de la gauche radicale. Il y a un dernier point que j'aimerais évoquer de manière vraiment très vite. Pour comprendre aujourd'hui la stratégie du régime, comment il procède, il faut juste voir les prisonniers politiques au Maroc. Qui sont ces prisonniers? C'est quoi voir un peu comment ils sont composés, qui sont les différentes tendances de ces prisonniers politiques. On trouve, c'est des militants sahraouis, c'est des diplômés chômeurs, c'est des étudiants du syndicat l'UNEM, l'Union nationale des étudiants du Maroc, c'est des défenseurs des droits humains, c'est des syndicalistes, surtout des syndicalistes qui se battent localement. Bien sûr, les centrales syndicales, c'est plus des centrales au service du régime, et c'est du lutte pour le logement. Et bien sûr, il y a d'autres luttes. Là, en tout cas, c'est ce que j'ai noté, c'est les principaux catégories de luttes qui sont ciblées pour le régime, et c'est aussi les principaux, les luttes les plus actives, les luttes les plus combatives, et qui sont aujourd'hui ciblées pour le régime pour anéantir ces résistances populaires qui se trouvent un peu partout dans le Maroc. Et d'où l'idée ou la nécessité de penser la convergence de lutte entre ces différents mouvements qui sont faibles tout seuls, mais qui seraient forts s'ils sont unis. Moi, je peux vite revenir sur deux choses. Je suis d'accord avec l'idée que René Galis a dit tout à l'heure, c'est qu'on est à la fin d'un cycle historique, celle des États qui sont nés après l'indépendance. Ils peuvent se battre pour leur survie, ils peuvent gagner du temps, mais on est rentré dans la fin de quelque chose. Hein. Et d'ailleurs, c'est tellement la fin que ça ne veut pas dire que ça va être facile. Hein. Je dis ça parce que, malheureusement, je ne sais pas, je pense que les processus qui sont déroulés en Tunisie et en Algérie, c'est-à-dire, même s'il y a eu de la répression, mais grosso modo un mouvement populaire, civil, pacifique, même si c'est défendu, même s'il y a eu des morts, etc., ça, je pense que c'est fini. C'est fini parce que ça a été possible parce que les mouvements sont massifiés, il y a eu des millions de gens qui sont descendus dans la rue très vite, et les pouvoirs ne s'attendaient pas à ça. Hein, voilà.
Donc ils pensaient un peu de répression, que l'affaire allait être réglée. Là, toutes les classes dominantes de tous les États de la région, et pas que les classes dominantes, y compris leurs alliés régionaux, les monarchies du Golfe qui ont des intérêts particuliers, et les tuteurs internationaux, se préparent à tous les scénarios, dont y compris comment on écrase militairement des soulèvements populaires. Bon, que ce soit la Syrie, la Libye, on voit bien etc. Parce que c'est des classes prédatrices, parasitaires, corrompues, qui n'accepteront jamais de voir leurs privilèges remis en cause. Donc voilà, ça, faut quand même qu'on ait un peu en tête. Mais c'est en même temps des pouvoirs qui sont devenus très peu légitimes ou qui ont perdu des légitimités. Quels que soient les types de régimes. Chez nous, c'est un peu particulier pour une raison très simple, c'est que l'État zen dont dérive la monarchie, contrairement par exemple à l'Algérie, le proto-État ou le type d'État n'a pas été détruit par la colonisation. Nous, ils ont colonisé en s'appuyant sur les forces locales, sur les autorités locales, et c'est un système qui a été reconduit. Et contrairement à la Tunisie, la monarchie était là, avant, pendant la colonisation et après là. Et c'est un des types d'État qui a accumulé un savoir-faire sur les questions de comment on domine les populations. D'autant plus que c'était un type d'État qui fonctionnait sur la violence organisée pour imposer leurs raquettes, l'accumulation un petit peu des ressources, etc. Donc ils savent comment faire, mais ce qui je trouve complètement nouveau et intéressant, c'est que, ce qu'a dit tout à l'heure sur les... Il n'y a plus de sujet tabou, y compris la monarchie. Ce n'est plus un sujet tabou. Il y a un état d'esprit nouveau qui est très large, c'est pas simplement chez les militants ou les élites ou je ne sais pas quoi, sur le fait que j'ai des droits, et mes droits sont légitimes et je veux me battre pour elles. Et c'est quelque chose, c'est quelque chose qui est en train de traverser toutes les couches de la société, partout, dans les régions les plus reculées, les plus marginalisées, etc. Et ça, c'est une nouvelle donne qui montre que la contestation sociale est en train de s'élargir, de s'enraciner, mais que le pouvoir n'a absolument aucune réponse par rapport aux questions sociales d'aujourd'hui. Il n'a plus de marge de manœuvre. Alors, nous, en plus, on a failli une rente phosphatière, mais vu le type d'élite qu'il y a, ils n'en font pas un usage politique, si ce n'est pour souder leur propre base sociale, mais pas vis-à-vis de la population pour acheter la paix sociale. Donc ça va exploser. Ça, moi, je suis persuadé de ça. Après, là-dedans, pour réagir un peu ce que vous avez dit, moi, je comprends les critiques que vous faites des partis de la gauche, et je les partage en partie, mais prenons juste un petit peu de recul. Les luttes qu'il y a eu, en tout cas moi je parle pour le Maroc, mais je pense que c'est pareil, c'est les luttes les plus importantes depuis l'indépendance. Pendant les 20-30 dernières années, ça a été des luttes où on a été écrasés, défaites, les organisations disloquées, leurs militants en prison, des luttes défensives. Et là, il y a des vrais mouvements populaires qui posent la question, c'est pas simplement comment on se défend, mais c'est comment on construit un rapport de force, comment on change la société. Aucune des organisations n'était prête à ça, ou se poser ce type de problème. Quelques mois avant, je veux dire, c'était plutôt comment on fait un peu de droits humains, comment on fait un... C'était pas ça, c'était pas comment on mène une lutte collective. Donc ça, faut l'avoir en tête. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, et là moi je partage par contre des critiques, c'est que sur la période avant les révolutions, enfin on parle de révolution, mais la dernière elle remonte à quand? Il y a eu une période où il y a eu un reflux où l'idée même qu'on pouvait changer les choses était questionné, remis en cause, et savoir dire que le peuple peut à nouveau reposer la question de reprendre le pouvoir, c'était une question qui a été effacée pendant 30-40 ans. Donc, de fait, les organisations ne sont pas posées ce type de questions. Au mieux, c'était des objectifs démocratiques. Au mieux, pas la révolution, des objectifs démocratiques. Alors, de fait, elles ne sont pas armées pour discuter de l'émancipation. Ce qu'elles ont, elles disent, oui, une constitution démocratique, une démocratie électorale, voire parlementaire, on fait un peu pareil, etc. Bon, ça a plein de limites, ça a un problème. Et l'expérience de ces mouvements-là des années 60-70, parce que ces partis-là viennent de cette expérience-là, elles ont beaucoup de limites. Et ils n'arrivent pas facilement à se remettre en cause, parce que quand on a fonctionné d'une certaine manière pendant 30 ans, 40 ans, c'est difficile, voire impossible. Et la vraie difficulté, c'est que, effectivement, moi je suis d'accord, le mouvement populaire ne sait pas donner ses propres expressions politiques. Mais ce n'est pas que la faute des partis. Nous, par exemple, dans notre région-là, c'est très différent, par exemple, à ce qui se passe en Amérique latine. En Amérique latine, on occupe des terres. On réquisitionne les entreprises.
on occupe des logements vides, on crée des radios communautaires où on crée de l'information alternative. Hein? Ici, maintenant, on impose des changements partiels, tout ce qu'on veut, mais on se dit qu'on peut fonctionner autrement sans l'État, sans les patrons, et on peut faire la démonstration qu'on peut changer la société, même si ça ne suffit pas. Chez nous, non. Nous, on exige de l'État qui satisfasse nos revendications. S'il ne peut pas, on le dénonce, etc. Mais on attend de l'État. Est-ce que c'est le fruit de la conception du mouvement nationaliste, le changement par le haut? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une faiblesse. Parce que l'auto-organisation, oui, il y a eu des comités de quartier. Enfin, en Égypte, les comités de quartier, et même en Tunisie, c'était pour... on rendait les armes à la police. Hein, voilà, c'était pas vraiment... C'était des comités d'autodéfense locale. On ne se posait pas la question de comment on réorganise la cité, la vie collective. C'est pas jusque-là. Et le jour où le tyran est tombé, ça a fait comme ça. Donc, auto-organisation de guillemets, locale, dispersée, qui ne se pose pas la question comment on construit un contre-pouvoir. Et c'est ça nos difficultés à nous. Pour que le processus aille plus loin. Et invente ces formes d'expression politique avec le meilleur de la gauche, mais aussi pas simplement en disant... L'erreur de la gauche, ce serait de dire, on a le bon projet, on va vous l'expliquer. Si c'est ça, c'est mort. Et si c'est de dire, qu'est-ce qu'on a besoin comme projet d'émancipation, comment on travaille, quitte à se remettre en cause, même sur les questions de fonctionnement, c'est fini le temps que tu as le parti qui dit, c'est comme ça, c'est ça la ligne, on décide à la place des gens, ou je sais pas quoi, c'est fini ça. Voilà. Il y a plein de choses de remise en cause. C'est un défi, c'est un chantier qui est ouvert, et c'est ça qu'il faut occuper. Alors, moi, je m'arrête là parce que je ne veux pas être plus long, mais par contre, je souhaiterais que tout à l'heure, parce qu'on discute de nos pays, mais ce serait intéressant de discuter de ce qu'on peut faire, nous, d'ici. C'est très intéressant la tournure que prennent les contributions, parce que, aussi bien dans tout ce que je partirai de la conclusion de Wassil et de Lotfi, c'est-à-dire les formes de lutte et comment nous on peut contribuer. Je crois qu'une tentative, une esquisse de réponse a été que pour le lancement de notre collectif, le premier débat qui va inaugurer un nouveau cycle, parce que nous avons tous des parcours au sein d'autres cadres, a été de poser le débat dans un cadre non national, mais dans un cadre. Je crois que c'était pas un simple hasard ou des affinités je crois que c'était surtout, nous avions été animés par le désir d'élargir les perspectives de la lecture, y compris pour chacun des trois pays, et de poser toutes ces questions, des bouleversements à une échelle transnationale, avec évidemment toute la violence toute la violence que constitue le capitalisme financier, ses retombées sur le délitement des minima et des minima sociaux qui ont été acquis et qui ont été le fruit de quelques efforts de redistribution. Et je trouve donc qu'il est clair que, entre guillemets, les élites et les régimes qui ont encore les manettes, y compris quand ils sont en pleine mutation comme en Tunisie ou en pleine recomposition comme au Maroc ou en Algérie, le font avec dans un lien et donc des quitus qui sont donnés aux décideurs de la finance, aux décideurs du nouveau capitalisme. Et donc il est clair que tout régime parce que ces régimes ne sont pas fondés sur la légitimité populaire, parce que ces régimes ne sont pas aux prises avec les aspirations sociales, ils sont d'autant plus vulnérables aux exigences. On sait bien que aussi bien dans les grandes puissances aussi, ou dans les grands groupes régionaux mondiaux, comme l'Union européenne ou ailleurs, ou en Amérique du Nord, c'est aussi maintenant le capitalisme financier et la globalisation qui dictent leurs règles et qui, vous voyez bien, quand un président du pays dans lequel nous sommes se déplace, qui est dans l'avion, et quelles sont les tractations qui se font pour figurer dans la liste des accompagnateurs. Et donc du coup, souvent, y compris sous la gauche, il y a des lois qui sont soumises au Parlement et écrites par des groupes de pression et des lobbies. Et donc du coup, avec notamment celles qui concernent les aspects économiques et de collaboration. Je reviens sur ce point parce que c'est vrai que j'aurais, moi, espéré aussi, c'est possible que René Galisso nous dise aussi un petit peu ces mutations du capitalisme et les liens entre ce capitalisme transnational mondial financiarisé avec un petit peu comment voilà ces recompositions intériorisent dans ces pays-là, intériorisent ce nouveau rapport de force. Agrania a eu raison de parler
il y a les deux intellectuels arabes qui sont Elias Sambar et Farouk Magdam Bey, emploient une formule que je trouve heureuse pour un sujet malheureux, qui est le couple infernal despotisme-islamisme. Je crois que pour l'Algérie, par exemple, ce diktat qui est imposé, c'est-à-dire que ce chantage autour de ce que j'appelle le chantage au chaos, hein, et autour de cette agitation de ce couple islamisme-despotisme, je crois qu'il faut une vraie réflexion. Hein. Tu as donné certaines pistes de réflexion il faut une vraie réflexion, il faut tirer les leçons des échecs passés, et je crois que l'ancrage et l'analyse fine des aspirations sociales est une des pistes pour émanciper le débat politique et le débat de cette, comment dire, de ce postulat qui nous est imposé et qui paralyse beaucoup de choses. C'est-à-dire, une des erreurs d'analyse qu'ont fait les progressistes, les démocrates autoproclamés en Algérie pendant la guerre civile, c'est de croire que le régime était opposé d'un point de vue idéologique et doctrinaire aux islamistes. Le régime, pas du tout, puisque actuellement, il les assimile, il les a incorporés. Ce qui posait problème au régime, c'est que les islamistes puissent vouloir se poser de manière émancipée et autonome et se positionnent comme une relève. Hein, une relève qui pousse plus loin dans qui pousse plus loin un petit peu ce que j'appelle le dénominateur commun, c'est-à-dire qui ne définissent la nation que par la religion, ce que le nationalisme avait déjà commencé, hein, le code de la nationalité dès 63. Et donc du coup, j'observe qu'au sein du camp qui continue de se proclamer comme progressiste, cette lecture et cette convocation de ce chantage et au chaos, il en est le chantre et le relais au sein de ce qu'on appelle les faiseurs d'opinion, notamment en Algérie, mais je ne vois pas très bien de quelle opinion il s'agit, puisque ça reste cantonné à des cercles très restreints de journaux indépendants, etc., dits indépendants, mais donc du coup cette question, voilà, 14 ans après la fin en tout cas la baisse du niveau de violence comparativement à ce qu'il a été pendant la décennie 90, cette question n'est toujours pas réglée. Cette question n'est toujours pas réglée. Et avec les révolutions arabes, on a vu des gauches en Algérie et ailleurs, héritières d'une gauche, liée au régime, hein, dont des soutiens dits critiques ou autrement, penser et dire que les révolutions arabes, c'est un complot occidental, mené par, ça aussi, c'est une faillite de toute lecture. Parce que ces gauches-là sont bureaucratisées, ont été bureaucratisées, clientélisées, incorporées dans l'appareil d'État. Hein, et donc, du coup, c'est vraiment dramatique. Je voulais parler des mouvements sociaux en Algérie, parce qu'il y a une stratégie actuellement qui est de les criminaliser. Évidemment, il y a eu les émeutes et les jacqueries qui sont endémiques, quasi hebdomadaires, dans plusieurs régions, souvent dans ce qu'on appelait, avant c'était dans ce qu'on appelait le pays profond, en guillemets, mais actuellement ça touche aussi les grands groupes urbains et périurbains, et sauf qu'il y a eu un mouvement de panique l'année dernière quand des jeunes se sont organisés dans le sud algérien, sud riche mais à la jeunesse appauvrie, dans le cadre de la coordination nationale de défense des droits des chômeurs, que ces jeunes-là ont produit un discours clair, pacifique, autour de revendications très, très, très nettes de type social, l'accès à la dignité par le travail. Mais là aussi, il y a une contradiction qu'il faut, par rapport en Algérie et ailleurs, à l'appel au tout État. L'État qui doit produire le travail, qui doit offrir le travail, au lieu d'interroger la mainmise et la maîtrise des circuits économiques par la bureaucratie. Hein, et donc ça aussi, c'est une interrogation intéressante. Et donc du coup, cette coordination a fait tache d'huile. Elle a fait tache d'huile dans plusieurs villes du Sud et ça a commencé à se répandre. Et événement symbolique pour l'anniversaire le 24 février de la nationalisation des hydrocarbures, une marche de plusieurs milliers entre Ouegla et la grande base pétrolière de Hassina Saoud, a empêché les célébrations officielles, hein, de cet événement, qui est quand même un événement symbolique pour la bureaucratie d'État, l'époque de Boumedienne, les nationalisations et le discours patriotique devenu abstrait.
puisque sans aucune prise avec les réalités de terrain. Et donc, du coup, à partir de là, la machine de répressive s'est mise en branle. Elle s'est mise en branle. Elle a notamment fait de la provocation dans la distribution de logements sociaux par des listes dans lesquelles figuraient des personnes notoirement n'ayant pas besoin de cela. Donc, ça a provoqué des émeutes à au-delà. Et la lecture de ce qui se passe à Raglaya actuellement, il faut absolument ne pas la cantonner dans une opposition de type, dans une lecture de type racialiste entre deux populations aux origines différentes. Il faut absolument en faire une lecture politique et sociale pour pouvoir se protéger et pour pouvoir ne pas tomber dans les pièges répétés. Oui, je vais rapidement, après on va passer à la salle, je pense. Bien. Alors, la première chose, donc je vais penser, et ça s'est repris, c'est qu'il faut voir dans quelle génération idéologique, c'est pas forcément une question d'âge, enfin l'âge joue bien sûr, mais dans quelle génération idéologique les politiques d'aujourd'hui ont été formés. Et ça donne leur conception qu'ils cherchent à faire valoir sur le terrain. Alors, il y a deux formes idéologiques très, très fortes. C'est ce que j'appelle la génération idéologique du développementalisme national, donc dont les suites technocratiques sont par l'État national, on va réussir l'accumulation primitive, le développement, etc. Donc c'est l'application de l'étatisation économique. Le deuxième, la génération qui a succédé, si je puis dire, mais il y a encore de beaux spécimens de la génération antérieure. Bon, il y a des gens qui sont indécrottables. Donc la deuxième génération, c'est la génération qui a été formée par la présence, le choc, la prégnance du conflit avec ceux qui se réclament de l'islam. Donc c'est une génération soit islamiste, soit anti-islamiste, sous couverture moderniste. Mais enfin, l'affrontement est là. Quand c'est manichéen comme ça veut dire que c'est purement idéologique. Il n'y a plus que deux adversaires, alors que dans la réalité, la tête des gens, elle est partout. Donc, cette deuxième génération, elle n'a pas fini. Elle n'est pas tout à fait liquidée, si bien qu'elle s'exprime encore très fortement aujourd'hui. Et aujourd'hui, les États, dans leur pratique réactionnaire de conserver leur occupation de l'État, les maîtres de l'État, eux-mêmes se servent de ce débat et de ce conflit. C'est pourquoi tout conflit local est un conflit entre tel groupe musulman et tout l'autre groupe musulman, voire avec une version ethnicisante. Donc, à l'heure actuelle, on a une reprise réactionnaire par les maîtres de l'État de ce manichéisme idéologique qui a dominé les 15 dernières années, notamment. Et donc il faut en faire la critique, comme vous avez fait, parce que cette critique est tout à fait en dehors de ce qui se passe aux différents étages de la société. Et donc, et c'est ces différents étages de la société dans lesquels il faut susciter, créer, faire avancer le mouvement. Alors, ce n'est pas avec des vieilles balivernes d'un conflit idéologique que les choses vont avancer. Au contraire, elles vont se déplacer. C'est comme le racisme, elles se déplacent sur un autre ennemi. Alors, cette question générationnelle, au sens de génération idéologique, je me fous de l'âge de ceux qui l'expriment. Alors, est quand même quelque chose dont on sort difficilement. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est à propos de la transnationalisation. Alors, évidemment, j'ai dit que l'économie nationale ne pouvait plus être la base du développement aujourd'hui, mais il ne faut jamais aller trop vite quand on fait la critique de l'économie nationale.
pour une première raison, c'est que l'État est devenu un agent lui-même de la transnationalisation. Donc, l'exemple le plus net, ben, c'est la politique d'immigration, puisque les États du Maghreb sont chargés de faire la politique d'enfermement et d'arrêt des migrations pour le compte de l'Union européenne. Et ils le font d'une façon, extrêmement brutale. Vous n'avez qu'à voir ceux qui s'agrippent au grillage à Nador ou dans le nord du Maroc, et ils obtiennent la collaboration des forces des polices et des forces de gendarmerie et des forces armées de chacun des pays pour renvoyer vers... Alors là, on parlait du Sahara, vers renvoyer les migrants transsahariens. Donc, c'est une collaboration. Donc là, en quelque sorte, la fonction de l'État, la fonction policière de l'État est nécessaire aux rapports internationaux. Une autre raison pour laquelle il ne faut jamais aller trop vite dans l'action de la transnationalisation, bon, qui existe bien sûr, c'est qu'il y a quand même des différences, c'est comme à l'intérieur du Maghreb, la différence entre les trois pays, il y a des différences suivant des domaines historiques que les imbéciles appellent toujours géopolitiques. Bon, ces domaines historiques qui sont d'anciens foyers de développement ou des foyers de développement plus récents et qui sont aussi parfois des foyers émergents. Et il y a un domaine où il y a le cumul de l'ancienneté, du long mouvement et de l'émergence actuelle, c'est le domaine de l'Extrême-Orient avec la puissance chinoise. Bien. Donc vous avez des foyers. Il n'y a pas que la transnationalisation, si j'ai pu dire, qui serait galopante internationalement. Il y a des foyers qui sont les bases de ce qu'on appelait, notamment Emmanuel Wallerstein, Wallerstein, ça dépend des prononciations, appelait les lieux d'hégémonie. Et les lieux d'hégémonie se déplacent. Bon. Donc il est évident que, comme il le dit depuis très longtemps, par la Chine en Extrême-Orient, il y a le déplacement d'un lieu d'hégémonie. Il y a la place intermédiaire ou mitoyenne que joue l'Union européenne, si tant est qu'on sache ce que c'est que l'Europe. C'est un bazar articulé entre ceux qui sont dans l'euro, ceux qui n'y sont pas, ceux qui sont dans Schengen, bon, etc. C'est un logo assez complexe. Bon. Mais malgré tout, c'est un étage intermédiaire, notamment par rapport à la toujours hégémonie, si j'ai pu dire, américaine du Nord. Donc, c'est pour ça, quand on analyse, il faut voir qu'il y a des sources dans les antagonismes ou dans les forces qui sont en conflit et dans les interventions internationales dont on voit très bien la reprise. Mais il y a deux verrous. Hein. Il y a deux verrous. Le premier verrou, le plus dur, et qui fait qu'il n'y a pas de politique américaine des États-Unis à l'heure actuelle, c'est le verrou d'Israël. Bon, c'est évident. Il ne peut y avoir de transformation du Moyen-Orient tant qu'il y aura le verrou d'Israël et tant que les États-Unis, pour des raisons internes, pas pour des raisons externes, maintiendront ce verrou. Et le deuxième verrou, qui concerne le Maghreb cette fois, ça s'appelle le Sahara. Tant que la réflexion, les projets, les propositions ne vont pas vers des projets fédéraux pour la question saharienne, ça sera les conflits. C'est tellement facile de faire la guerre des frontières que ça sera des conflits. Les poussées, comme vous disiez tout à l'heure, les poussées d'agressivité, les poussées d'agressivité, c'est à la frontière marocaine, à la frontière algérienne, qui est la même, bon, mais qui est fermée. C'est extraordinaire, ça, quand même, une frontière fermée. Donc, vous voyez, ce lieu de transfert de la violence. Et cette violence, ensuite, elle est dans tous les journaux. Vous ouvrez les médias, hein, vous voyez le papier algérien qui raconte les pires des choses du complot marocain, réciproquement. Donc, vous voyez bien qu'il y a un verrou. C'est un verrou. Et alors, vous avez employé tout à l'heure le beau mot de convergence.
Bon. Le mot de convergence, il se pose à l'intérieur. Il se pose à l'intérieur, savoir si les différents mouvements sociaux et politiques vont trouver des convergences. Je ne parle pas des alliances entre les partis. Les alliances entre les partis, c'est tout à fait autre chose. Bon. Donc, est-ce qu'il va y avoir convergence entre ces mouvements, sous quelle forme, sous quelle recomposition, et est-ce que la mobilisation va suivre, si je puis dire. Mais le deuxième niveau de convergence, dont on a très peu parlé, mais on commence à en parler, les choses se décantent. Hein. On est en train de sortir de l'autisme national, de croire que sa question nationale est la seule au monde et que les solutions sont forcément nationales. Et il est bien évident que l'écart est encore loin, mais que le problème des convergences, il se pose à l'échelle du Maghreb. Et quel projet fédéral existe-t-il pour prendre place, non seulement par rapport à la transnationalisation, mais pour prendre place, si je puis dire, dans la recomposition politique. Puisque dire le Maghreb, ben, c'est contredire les régimes existants. Qu'ils soient républicains ou qu'ils soient monarchiques, vous voyez, c'est contredire. Donc, et c'est... Alors là, le chemin est encore long, mais tant que la marche ne sera pas accomplie de ces convergences, les maîtres des États auront la possibilité de continuer leur manœuvre pour se succéder à eux-mêmes.